Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Bienvenue dans ce deuxième épisode hors série de portraits d'auteurs, aujourd'hui consacré à un auteur que j'aime beaucoup, il s'agit de Bret Easton Ellis. Les trigger warnings des œuvres de Bret Easton Ellis peuvent être la violence, dont le sexisme, la misogynie thématique, la drogue, l'homophobie d'époque, description clinique de brutalité et l'apathie morale. Je resterai sobre, on parle d'écriture, de contexte, d'éthique et de regard. Il y a des écrivains qui n'écrivent pas seulement des livres, ils écrivent une température. Bret Easton Ellis a fixé celle d'une fin de siècle, 1980 aux années 2000, où le monde sonne chrome, où la liste des marques vaut confession, où la musique n'est pas décor mais architecture de scène, et où la surface n'est pas un mensonge, c'est le message. On le range souvent dans l'étagère facile du nihilisme cool, Coke et Rolex, West Coast détaché. C'est oublier que cette froideur est une méthode. On ne comprend rien à Ellis si on ne le lit pas comme un réaliste au sens électrique du terme. Quelqu'un qui documente les effets d'une époque sur la langue, sur la précision, sur la capacité d'empathie. Ces phrases plates ne sont pas des plates, elles sont polies comme une lame. Mais avant le vernis, il y a un garçon. Bret Easton Ellis, né le 7 mars 1964 à Los Angeles, puis grandit à Sherman Oaks. Banlieue aisée qui regarde Hollywood comme on regarde un oncle célèbre. Un peu de jalousie, beaucoup d'habitude. Maison vaste, piscine bleutée, police discrète des apparences. Au fond, une famille où la tendresse n'est pas évidente. Un père, Robert Martin Ellis, dont l'ombre traverse plus tard les pages, figure autoritaire alcoolisée, parfois violente, qui deviendra l'un des reflets secrets de Patrick Bateman, d'American Psycho, mon préféré. Une mère qui protège autant qu'elle sauve les apparences. Très tôt, Bret apprend deux choses contradictoires et complémentaires. Comment imiter ce qu'on attend de vous et comment regarder ce que personne ne nomme à table. Il est de ces enfants qui écrivent pour se clarifier. Carnet, scénario, chanson. Ellis vous donne des cadres avant de vous donner des causes. Il lit Didion, maire californien, de Lilo, le bruit blanc d'une nation médiatisée, Miller, la posture qu'il déconstruira, Highsmith, le verre lisse sous les mailles, Camus, pour la phrase tenue, il écoute Bowie, The Cure, Joy Division, New Order. Pas comme un fan, comme un chercheur de métrique. La musique lui apprend le montage, l'ellipse, le ralenti ironique qui deviendra sa signature. Vers 18 ans, il file sur la côte Est, Bennington College dans le Vermont, campus, atelier pour artistes et écrivains en devenir. Là, il se trouve pris dans un triangle fécond. Liberté stylistique, exigence formelle, communauté compétitive. Bennington, c'est aussi une scène. Donna Tartt, Jonathan Lethem, des profs qui lisent dur, des nuits à parler autant qu'à vivre. Ellis apporte un manuscrit qui a déjà la couleur d'un monde, Less Than Zero en 1985. Le roman paraît alors qu'il a 21 ans. Le livre fait l'effet d'un sismographe. Pas de morale, pas de salut. Un présent désaccordé où des adolescents riches rentrent chez eux pour un Noël et trouvent le vide aménagé. Drogue, sexe, somnambule, voiture propre, vidéo snuff qui circulent comme des amuse-bouches. Corps jeune, âme hors service. On accuse Ellis de nihilisme. Il répond par une absence de défense qui est déjà sa politique. Ce n'est pas qu'il ne croit en rien, il refuse d'emplir les trous pour rassurer. Son premier roman installe la voix, neutre, référentiel, indexé sur les marques, les playlists, les trajets. Le « je » n'est pas un aveu, c'est une caméra. 2 ans plus tard, The Rules of Attraction, en 1987, installe l'autre jambe du dispositif, la polyphonie.
campus de l'Est, malentendu fluide, lettres mal lues, voix qui ne rencontrent jamais tout à fait. Ellis pousse plus loin l'art du montage, chapitres qui s'ouvrent et se ferment comme des clips, fragments qui changent de sens selon la piste que vous suivez, ironie structurale qui fait que l'histoire la plus tragique coexiste avec une blague météo. Il est alors associé à la Literary Brat Pack, aux côtés de McInerney et Tama Janowitz. Éthique commode pour la presse, jeune, brillant, urbain, Ellis s'y laisse enfermer comme on accepte une photo, en sachant qu'elle ne dit rien du négatif. Et puis, en 1991, American Psycho, le livre qui dédouble sa réputation en 2 colonnes. Génie ou scandale. Simon & Schuster rompt le contrat dans la dernière ligne droite. Vintage publie le manuscrit. Manif, condamnation, tribune, on parle de misogynie, de pornographie de la violence, d'inhumanité programmée. Le roman met dans la bouche de Patrick Bateman, Youpi de Wall Street, collectionneur de routines, panthéon d'objets, une voix si lisse qu'elle coupe. Chapitre entier consacré à la revue technique d'un album de Whitney Houston ou de Genesis. Liste de soins du visage, dépliants de linge, carnage détaillé et au milieu, une ambiguïté essentielle. Ce que dit Bateman est-il arrivé ? Ellis installe un flou moral calculé. Le roman est illisible pour qui le prend comme un reportage. Il devient une satire noire si on l'entend comme une étude d'un langage. La psyché d'un homme formé par la marchandise, qui ne sait plus distinguer qualité et valeur, corps et objet, autre et projectif. Les scènes insoutenables le sont, c'est un fait, mais leur insoutenable n'est pas un effet spécial, c'est un diagnostic, ce que la phrase devenue inventaire fait à l'humain. On peut juger la proposition, on ne peut pas la mécomprendre. American Psycho est le roman d'un monde qui parle fonctionnalité à propos de visage. Ellis n'a pas 30 ans et brûle déjà plus que la plupart. Il pourrait capitaliser, il dévie. Glamora, en 1998, pousse l'obsession du regard dans une géométrie paranoïaque. Célébrité, mode, attentat, mannequin arme, photographie comme arme de construction massive. C'est peut-être son livre le plus délilo. Le complot y fonctionne comme métaphore des convergences médiatiques. Nous sommes ce que les caméras nous exigent d'être. Le roman n'a pas la netteté pop d'American Psycho, mais il travaille plus profondément la structure. Quand la réalité est un montage, comment raconter sans la mimer ? Ellis répond par le miroir. Il mime, et l'ennui volontaire de certains segments, les listes, encore, voyage interchangeable, devient un effet de vérité. En 2005, Lunar Park, roman pivot, la figure Bret Easton Ellis devient personnage dans un livre où un auteur nommé Ellis essaye de se réconcilier avec son père mort, avec un fils, avec des fantômes littéraux. Maison en banlieue, bruit dans le grenier, jouets qui bougent, rumeur d'un serial killer qui singe les crimes d'American Psycho. On a beaucoup dit autofiction. C'est plus étrange que ça. Métaphysique domestique, roman de deuil, confession masquée, Ellis y abandonne par endroits, l'ironie armure, il y laisse entrer ce que la critique lui refusait. Un cœur. Non pas un repentir, une note plus grave. Le livre est inégal, parfois trop conscient de ses jeux, mais il contient des moments de justesse qui font tilt. Un père qui ne parle pas, un fils qu'on regarde comme une promesse qu'on n'a pas tenue, une nuit où le bruit blanc des années 80 s'éteint et où quelque chose enfin revient. 2010, Imperial Bedroom, retour à Less Than Zero 25 ans après. Même voix, ride visible. L'autocitation devient dispositif. Qui devient-on quand on se rejoue ? Le roman est plus mince, plus acide, beaucoup moins aimable. Il est comme ces films tardifs où le cinéaste n'a plus besoin d'expliquer sa grammaire. On suit le temps passé sur des gens qui n'ont pas appris. Le livre a déçu, c'est aussi sa thèse. Ce monde-là ne grandit pas, il persiste. Pendant ce temps, l'homme, pas seulement l'auteur, s'affirme et se chiffonne. Ellis est gay, il l'a toujours été. L'a dit plus franchement avec le temps, il a vécu des amours, des ruptures, il a transporté son L.A. natal partout où il se posait, même à New York. Il aime et déteste à part égale la culture pop. Pourtant, il en dépend comme on dépend d'un climat. Il lance un podcast en 2013 où il parle long. Invite des acteurs, des écrivains, des réalisateurs et prend des positions qui hérissent. Génération, hypersensibilité, Hollywood, etc. Se trompe parfois, agace souvent et pense quand même. On peut le contester, c'est sain. On aurait tort de confondre sa posture médiatique et ce qui se joue dans ses livres. Là, il reste l'arpenteur d'un froid qui n'est pas un effet de manche, mais l'air qu'on respire dans une ville qui monnaie tout.
La trajectoire, on la complète avec ce qui ressemble à une boucle. The Shard, d'abord série audio en 2022, puis roman en 2023, retour à LA 1981. Lycéen, rumeur d'un tueur baptisé le Troller, premier amour, première peur, un Brett narrateur, le livre réussit ce qui paraissait introuvable, une mémoire qui ne s'excuse pas et ne glamourise pas, un thriller qui ne cède pas à la volupté des révélations, et la naissance d'un regard. On y voit enfin l'enfant derrière l'auteur, un garçon qui sait déjà écouter le grain d'une voix, archiver une playlist, ramasser un détail, le cendrier, la chaleur d'un siège de voiture, l'odeur d'un t-shirt, et le porter comme une preuve des années à venir. Ce n'est pas la nostalgie, c'est l'origine. On a trop longtemps décrit Ellis comme un diagnosticien du vide. Il est plutôt un calligraphe de l'attention, dans des mondes où l'attention a été démolie par la marchandisation de tout. Ces personnages ne sont pas froids parce qu'ils ignorent la chaleur. Ils sont hébétés parce qu'ils n'ont jamais appris à prioriser la chaleur sur le signal. Sa prose liste la place des marques parce qu'elles ont pris la place des noms. Elle inventorie les objets pour montrer comment ils organisent le lien. Elle nous fatigue pour nous faire sentir le presque rien où passent encore des étincelles. Une chanson alignée exactement au bon moment, un regard sincère comme un bug, un silence où l'on pourrait choisir. On lit ces longues pages d'énumération comme on traverse un centre commercial, en croyant n'y rien désirer, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'est nous que l'architecture voulait réorganiser. La biographie, celle qui remplit les colonnes Wikipédia, est simple. Lycée Buckley privé à LA, Bennington, publication précoce, succès immédiat, scandale massif, carrière décalée entre roman et scénario, podcast The Shard. La vraie biographie, celle qui nous sert pour lire, tient à des choses plus infimes. Un père qui bute dans les phrases, l'alcool qui enlève de la pesanteur à certains jours et en ajoute à d'autres. Un coming out qui n'était pas un secret pour ceux qui savaient lire, mais qui a permis plus tard d'habiter sa voix sans excuser ses angles morts. Des controverses qui l'ont parfois vu endosser un rôle de provocateur, souvent moins inspiré que ses livres, et le fait crucial qu'il n'a jamais cessé de lire les autres. Ellis n'est pas un monolithe, c'est un lecteur compliqué, parfois irritant, souvent juste sur la phrase. Il peut se tromper sur une époque, il a rarement tort sur une syntaxe. Si l'on devait expliquer à quelqu'un comment lire Ellis aujourd'hui, on proposerait ceci. D'abord, Listen Zero pour sentir le souffle, très court, très propre, d'une phrase qui refuse la scène paniquée. Ensuite, Rules of Attraction pour la polyphonie et l'humour noir, l'un des grands artisans du malentendu moderne. Puis American Psycho, mais en acceptant de lire contre, fermez le livre quand il devient machine, rouvrez-le pour la cadence, entendez-y la satire de la langue, pas un concours de stamina. Glamorama pour l'image devenue arme, Lunar Park pour l'homme qui tremble, The Shard pour l'origine du regard et la preuve que l'auteur n'était pas une photo mais un temps. Sur l'éthique, on doit être clair, American Psycho blesse et pas seulement parce qu'il montre, mais parce qu'il cadre. La réception féministe qui lui a reproché son gaze n'a jamais été un contresens. On peut lire la satire contre Batman. L'expérience de lecture reste violente. Il n'y a pas de neutralité dans la forme. Ellis le sait. Il répond par la méthode. Le trop y est la preuve. Est-ce suffisant? Non. Est-ce nul? Non plus. C'est un point de tension que l'on doit garder vivant si l'on veut que la littérature serve à autre chose qu'à se conforter. Ce qui me fascine le plus dans la biographie littéraire, c'est la manière dont tout revient à une oreille. Une oreille qui sait que la plénitude devient musique. Une oreille qui entend au milieu d'un catalogue du soin du visage un cri et choisit de ne pas cadrer le cri pour mieux faire entendre la machine qui l'a rendu possible. Une oreille qui situe exactement où placer une chanson de New Order pour qu'elle organise une scène entière, non comme un clin d'œil, mais comme une structure. Ellis n'a jamais écrit la vérité. Il a écrit comment on parle quand la vérité est sous-traitée à des logos. On parle adaptation. Less Than Zero, film de 1987, a changé le sens. Plus moral, plus récupération, mais a fixé une iconique. Le visage d'Andrew McCarthy, la déchéance glamour. American Psycho par Mary Harron en 2000 a trouvé l'équilibre qu'on croyait impossible. Satire visible sans cautionner. Christian Bale a donné à Batman une chorégraphie de la vacuité. Rules of Attraction de Roger Avary en 2002 a honoré la polyphonie par le clip et l'ellipse.
Il faut reconnaître que le cinéma a rendu littérale l'ironie que Ellis installée par la syntaxe. Ces romans y perdent quelque chose. L'ambiguïté ontologique, ils y gagnent un public qui retournera peut-être à la phrase. Reste la conclusion, et il ne s'agit pas d'une sortie de secours, mais d'une fenêtre. Qu'est-ce que Bret Easton Ellis laisse à la littérature, à part des polémiques gelées? Une discipline. Dans un siècle qui a confondu visible et vrai, il a écrit une langue responsable de ses effets. Si tu veux montrer la violence, assume le cadre. Fais-en un problème, pas une attraction. Dans un monde qui se raconte en marques, il a refusé de faire semblant de ne pas entendre les marques. Il les a inventorisées pour mettre à nu ce qu'elles remplaçaient. Dans une époque qui sacralise le récit de soi, il a proposé un soi qui se démonte dans Lunar Park par exemple, pour retrouver peut-être quelque chose d'humain. Et avec The Shard, il a rappelé que le passé n'est pas une cachette, mais un chantier. On sort d'Ellis comme on sort d'une boîte de nuit à 4h du mat. L'oreille teinte, le trottoir est humide, la ville continue sans vous demander si vous avez aimé la musique. Vous avez dans la tête une liste de marques, une odeur de gel coiffant, un refrain qui tourne, un visage que vous n'avez pas su lire. Vous pourriez vous dire, ce n'était que de la surface. Et puis, au moment de traverser, vous remarquez un détail que la nuit a oublié de vernir. Une main sur une portière, un rayon d'épicerie presque vide, un chien qui attend immobile devant un 7-Eleven. Et là, la phrase d'Ellis que vous croyez plate s'ouvre comme un piège à lumière. Vous comprenez que la surface n'était pas un mensonge, c'était le pays. Et que, dans ce pays, la seule forme d'éthique disponible, ce n'est pas le sermon, c'est l'attention. La littérature ne nous sauve pas du chrome, elle nous apprend à y voir les reflets sans tomber amoureux du miroir. Les livres d'Ellis ne consolent pas, ils désaccoutument. Ils nous rendent l'outil le plus simple et le plus dur, la capacité de refuser un cadrage qui abîme, de choisir un plan qui laisse une respiration, d'écouter quand une voix se perd derrière une marque. Dans la bibliothèque, on n'ira pas chercher Ellis pour être cajolé, on ira le chercher comme on saisit une clé. Elle n'est pas belle, mais elle ouvre. Un jour, dans un futur où l'on commentera notre présent à la loupe, on lira Less Than Zero, American Psycho, Glamorama, Lunar Park, The Shard, comme les archives d'une sensibilité sous perfusion de médias. On dira « voilà comment ils parlaient, voilà comment ils n'avaient plus les mots pour la tendresse, voilà comment ils ont pourtant continué à danser ». Et peut-être qu'alors, dans la surprise d'une phrase neutre comme une salle blanche, on entendra cette battue minuscule qu'Ellis a cachée sous le vernis. Un rythme de battement de cœur. Pas celui d'un héros, celui d'un lecteur qui s'obstine à croire que même dans un monde laminé par la publicité, il reste une fenêtre qu'on peut pousser. Elle ne s'ouvre pas en grand, elle laisse passer juste assez d'air pour respirer. C'est peu, c'est ce que la bonne littérature fait quand elle refuse de tricher. Bret Easton Ellis n'a pas écrit pour nous séduire, il a écrit pour nous désapprendre la séduction. On le remercie comme on remercie un chirurgien aux mains froides. L'opération n'est pas agréable, mais la circulation revient. Et dans ce retour du sang, il y a ce que la vie demande à la phrase « tenir, regarder et choisir ». Voilà pour cet épisode Portrait d'auteur consacré à Bret Easton Ellis. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me souffler le prochain auteur que tu voudrais voir apparaître dans ce podcast. Et si tu le souhaites, n'hésite pas à venir poursuivre le débat avec moi sur Instagram à 50 nuances d'horreur. Je te retrouve très vite pour des histoires qui font peur. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.